Est-ce que vous vous sentez en démocratie? Oui encore. Oui, mais pas direct. Enfin, oui, mais un petit oui. Oui. Je dirais que comparé à d'autres pays du monde, on pourrait dire que le mot démocratie, oui, on a un peu plus de liberté. Maintenant, c'est pas comme ça que je la conçois. Donc je pense pas qu'on soit réellement dans une démocratie. Maintenant, on n'est pas dans une dictature dure. On peut quand même dire ce que l'on veut, quoi. Mais est-ce que c'est ça la démocratie? Que ça? Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres libertés qu'on n'a pas, quoi. Non, parce que la démocratie c'est un idéal, donc non, mais on essaye de s'en rapprocher. Ici, oui. Pas mal. On demande quand même notre avis, même s'il n'y a pas une grosse proposition. Pas de très belles offres. Ouais, quand même. Quand même. Ouais, bah, si c'est quand même. On a quand même le droit de s'exprimer, donner notre avis. Ouais, donc quand même là pour l'instant, quand même. Ouais. Ouais, on peut dire qu'on est en démocratie. On est en démocratie. Oui, oui. C'est un grand mot, hein, mais ouais, globalement, oui. On a le droit de vote, enfin, on peut décider qui sera élu, même si on n'a pas non plus un choix très évident, mais oui, démocratie, oui. Non. Non. Oui. Bien sûr, dans l'absolu, c'est la démocratie, mais alors, si on parle des futurs événements qui sont le vote pour la présidence de la République, et c'est pas la première fois, pour moi, c'est pas de la démocratie de voter, V-E-A-U-T-E-R, comme V-E-A-U-T-E-R. Les gens votent. On vote par défaut, on vote... Joli. Non, mais... Oui, on est en démocratie parce que voilà, aujourd'hui, à la veille d'élection, il y a 11 candidats et il y a des petits candidats qui peuvent être là et dire ce qu'ils ont envie pour la France. Maintenant, si on assimile démocratie à égalité des chances ou des choses comme ça, non, on n'est peut-être pas en démocratie. Mais grosso modo, oui, on est en démocratie. On est en démocratie voilà, on va tous à l'école, on est tous soignés. Bon, on a accès aux infrastructures du pays de la même façon, tous. Oui, on peut pas dire qu'on est pas en démocratie. Tout ça, ça peut s'améliorer à la longue. Enfin, la France, pour l'instant, c'est pas plus mal qu'ailleurs. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. C'est pas parfait, mais il n'y a pas un pays où c'est parfait, je crois pas. On va nous dire que bien sûr qu'ailleurs, il y a pire, bien entendu, mais c'est toujours par le pire, en fait, on prend toujours l'exemple du pire, quand quelque chose, quand on amène une critique, c'est toujours, on vous objecte toujours la question du pire. Moi je dis, on devrait toujours, au contraire, se donner, pour reprendre la notion de valeur, la valeur d'une complétude du sens à donner aux choses. Nous sommes dans une... Je crois que nous sommes plutôt dans une société démocritique. Mais voilà, il y a des choses qui restent écœurantes. Est-ce qu'on est en démocratie quand M. Fillon se fait offrir des costumes pour 48 000 €, je ne sais pas. Enfin, voilà, on peut avoir des doutes en tout cas. Nous avons un très très long chemin pour ne serait-ce que accepter que la démocratie n'est pas un concept arrêté et est un fait qui est ou qui n'est pas. Et comme tout ce qui est et qui n'est pas, c'est un mouvement. C'est un mouvement d'obstacles, de régénérescence, de percussion, de critique. Et ça devrait être intéressant, normalement. La démocratie, par définition, devrait être un sujet permanent, intéressant. Apparemment, ça n'intéresse pas forcément ceux qui sont censés porter cette question-là.
Le droit de vote est un élément de la démocratie, mais quand même un élément de la démocratie tronqué, parce que quand on vote en Russie ou quand on vote en Hongrie, quand on vote au Vietnam, on a le droit de vote, mais il est tellement organisé et impulsé par les partis dominants qu'on obtient des 80-90%. Donc le vote, ce n'est pas l'expression de la démocratie, mais c'est une condition indispensable et un début de démocratie. Alors, pour parler de la démocratie, effectivement, je prendrai ce que Nicole disait à la fin. Je dirais oui, en France, je me sens en démocratie si je me compare à la manière dont Poutine gère la Russie ou comment on est instrumentalisé en Chine, au Vietnam, parce que c'est des pays que je connais, dans certains pays d'Afrique et même d'Amérique du Sud. Donc, on est dans une situation plus profondément démocratique qu'eux, mais on n'est pas complètement en démocratie. On a quand même la liberté de la presse, qu'on le veuille ou pas. Les médias sont libres, Mediapart est libre, Libération, qui appartient à un grand capitaliste, écrit ce qu'il veut. Le Monde, qui appartient à 3 milliardaires, écrit ce qu'il veut. Donc il y a une forme de démocratie que beaucoup de pays ne connaissent pas. Par exemple la Turquie, où on voit ce qui s'est passé après le coup d'État, le soi-disant coup d'État, où Erdogan a vraiment viré 150 000 personnes de toutes les responsabilités qu'il pouvait exercer. Donc on est dans une forme de démocratie. Liberté de circulation des personnes, liberté d'entreprendre, liberté donc de la presse. Mais cette démocratie, elle est biaisée par le fait que le pouvoir politique n'a en fait pas grande importance, même si on se focalise sur les prochaines élections présidentielles. Moi, je crois que notre société, elle est gérée par les grandes sociétés du CAC 40 en France ou les sociétés mondiales. Je pense que le danger, c'est Microsoft, c'est Google, c'est tous ces grands groupes internationaux de distribution ou de production qui tiennent dans une forme d'oligarchie, en fait, leur rapport offre-demande, et qui peuvent, les grands laboratoires pharmaceutiques, qui peuvent réduire des États à la famine ou ne pas trouver les médicaments nécessaires comme en Afrique, et qui même en France sont beaucoup plus importants que n'importe quel député, ministre ou sénateur. Mais au fond, il faut quand même rester raisonnable. Je me sens en démocratie, on n'est pas menacé d'être arrêté en permanence. La justice, finalement, est libre, parce qu'on en reparlera peut-être à la fin, mais enfin, quand même, Madame Le Pen va être mise en examen, Monsieur Fillon l'a été, Monsieur Macron va enquêter parce qu'il a fait un show un peu trop coûteux à Las Vegas. La justice est libre. Un pays où la justice est libre, c'est quand même fondamental. Donc je pense que nous avons les principaux éléments de la démocratie, sans renier le fait que sur le plan économique, il n'y a pas de démocratie, parce que c'est les grandes sociétés mondiales qui gouvernent. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Disons que j'ai pas de quoi pleurer. Vous voyez, ça me va. Ouais, franchement, là, pour l'instant, on va pas se plaindre de notre situation quand on voit tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Honnêtement, les temps, c'est vrai, sont durs, mais on peut pas se plaindre de notre situation en France, je pense. Je fais attention à ce que rien ne me touche, pour rester le plus heureux possible. C'est une mensonge qu'on essaie de se créer, mais être heureux, c'est pas un but dans la vie. Bon, moi j'ai l'impression d'être plutôt heureuse, enfin en tout cas en comparaison avec avant, depuis que j'ai rencontré Félix, je suis très heureuse. La grossesse te réussit si bien. Heureux? Non, moi je ne suis pas du tout heureux. Je le suis de façon objective. Là vous me posez la question, hein, je vous dirais que oui. Parce que justement il y a Justine, parce que vous êtes là, parce que j'ai des tas de trucs et compagnie. Après je suis dépressif, donc... Ah oui. Oui. Ah, je me sens parfaitement heureux. Ben, si tu dis le contraire, attention. Hein? Si tu dis le contraire, non, moi aussi, non, on est heureux. Ça, moi, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas se plaindre. Nous, il faut on n'a pas le droit plaindre. de se plaindre. Déjà, on est arrivé à un âge avancé et ça n'a pas l'air encore de nous torturer de trop. Aujourd'hui, oui. Oui. Je peux simplement dire oui. Oui, ça peut être oui. Enfin, oui, je suis heureux. Je suis libre. Déjà. C'est beaucoup ça. J'aime dire que je suis heureux.
c'est un petit peu comme, même si on ne l'est pas, c'est une façon de conjurer le mauvais sort et inviter le bonheur à s'inviter chez moi, autour de moi. On court après le bonheur, les désirs, on atteint ces désirs-là, et puis en fait on en a d'autres et ça n'en finit pas. Donc à un moment donné, il faut... Mais bon, je suis heureuse, je suis bien. Non, mais je dirais non dans l'absolu. Enfin, je vois pas comment on peut être heureux. C'est un mot que j'ai jamais aimé. Je pense qu'on peut avoir des instants de bonheur, voilà. Moi j'appelle ça des fois des bulles de champagne. Même si je ne bois pas, mais voilà, il peut y avoir des instants qui pétillent, des instants de sérénité, des instants de plénitude, parce que tu es devant un paysage sublime, des moments d'apaisement, de sérénité, mais tu es heureuse. De toute manière, je me suis toujours dit, mais comment peut-on répondre oui à une question comme ça, quand on sait tous les gens qui souffrent dans ce monde? Et comment peut-on être heureux quand les 3/4 de la population va mal, quoi. Non, on peut seulement aspirer, je pense, à multiplier, enfin essayer d'avoir et à multiplier ces moments de plénitude, parce que je pense que ça on se fait du bien, et je pense qu'on fait du bien aussi à notre entourage, enfin voilà. Mais c'est en aucun cas, pour moi, c'est en aucun cas un état stagnant. En aucun cas. Puis heureux, voilà, ça voudrait dire aussi qu'on est content de soi et tout ça. Et comment on peut être content de soi? On peut toujours faire mieux, s'améliorer, être plus avec les autres. Voilà, pour moi, c'est un chemin permanent. Le côté heureux, c'est un côté, c'est figé. C'est pas possible. Non, c'est impossible de répondre oui à cette question. Non, je sais pas qui peut répondre oui à cette question. Je trouverais ça presque de la bêtise de répondre ça à cette question. Ou quelqu'un qui se remet pas en question, qui n'a pas de but, qui n'a... Voilà, tout va bien, et moi je suis parfait, et autour de moi c'est parfait, et là, voilà, je suis heureux, et tout le monde crève autour d'eux, et les gens se tapent dessus, il y a des guerres, et toi, comment tu peux penser que, voilà, que là tu es arrivé à ton maximum? Enfin, voilà, que tu peux pas faire mieux. Mais si, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours te dépasser, tu peux toujours être meilleur, tu peux... Donc non, tout sauf ça. Ne soyons pas heureux. Mais si, mais je pense que ça fait bouger, quoi. Non, puis c'est pas satisfaisant, c'était un état comme ça où... Non, c'est pas satisfaisant vis-à-vis de soi, et... Puis, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible d'être heureux dans ce monde. Donc non, je ne suis pas heureuse, je le revendique haut et fort. Pas possible, non. C'est honteux d'être heureux dans ce monde. Ça serait presque honteux. C'est pas honteux d'avoir des bulles de champagne. Mais dire, moi aujourd'hui je suis heureux. Ouais, Coco, et tous les autres à côté, ça te dérange pas? Va à Porte de la Chapelle, va voir. Tu seras peut-être moins heureux en rentrant. Voilà. L'urgence, c'est de passer du monde des morts au monde des vivants. Vraiment revenir à l'humain, mais plus sous forme de concept politique ou pas dans l'humanisme du XVIe siècle. Je parle de l'humain ici dans le sens de vraiment valoriser la personne. Peu importe notre couleur, notre passé politique, peu importe ce que nous faisons, valoriser la personne, je pense que c'est le gros enjeu. La valoriser et surtout la respecter. Je pense que ce serait même déjà un bon début de commencer par la respecter. Il y a bien sûr la dignité de l'homme, je dirais. D'éradiquer la famine à tout jamais de cette terre où 8 milliardaires détiennent autant que la moitié de la planète. Au moins un petit peu moins de toutes ces aspérités qu'il y a dans tous les sens. Ça, c'est l'enjeu principal. Et je dirais il va y avoir l'écologie. Ça, on en parle, mais ça va mettre tout le monde d'accord un jour. Hein.
Je suis un peu cynique en disant ça, je rêverais pratiquement même que... Mais bon, j'ai des enfants, je ne peux pas souhaiter ça, mais d'avoir des grosses pustules et me dire putain, ça y est, le point de non-retour est arrivé. Parce que pour moi, en fin de compte, on met des cailloux dans l'eau, hein, et puis il y a une incidence. Et même si on s'est arrêté là, il y a toujours une incidence. Et je pense que cette incidence-là est dramatique. Alors, il faut vraiment commencer à arrêter, quoi. Parce que, et comme on continue, bon, voilà. Alors il y a des gens qui aiment le progrès, qui pensent que tout va s'arranger. Moi, je ne suis pas pessimiste, le progrès il est bon, mais dans ce sens-là, je ne crois pas. Comme dirait Hollande, le chômage, je devais inverser la courbe du chômage. Ça a toujours été le chômage, le truc le plus important. Le problème de radicalisation, enfin surtout là à Paris, on est plus exposé qu'ailleurs. Ça c'est vraiment un énorme enjeu, essayer de juguler ce flot de gens radicaux, mais je ne parle pas forcément uniquement de l'islam, enfin des radicaux il y en a aussi dans toutes les religions. Parce qu'il y a toutes sortes de terrorisme. Bien sûr qu'il y a le terrorisme qui passe par les massacres, au nom d'idéologie de pacotille. Et puis, il y a d'autres terrorismes. Il y a le terrorisme qu'on connaît, il y a le consumérisme, il y a le terrorisme médiatique, le terrorisme de l'image, le terrorisme de la rentabilité culturelle touristique. Et sans parler de la condition féminine, que ce soit au travail, etc., que simplement la femme considérée par l'homme, je veux dire, à la base c'est ça. Quand l'homme considérera la femme d'une autre manière qu'une machine à baiser, ou une machine à taper, ou une machine à violer, on aura déjà fait un progrès. Je ne veux pas être chienne de garde, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais enfin, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est la base. Je pense que le vivre ensemble ne peut être qu'une conséquence naturelle qui n'a pas besoin d'être enfermée dans un concept, qu'à travers la question du faire ensemble, de comment est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'aussi on peut défaire ensemble, parce on nous parle de vivre, de faire, mais je pense que le faire ensemble est quand même l'urgence, mais il y a aussi à défaire. Le problème, c'est qu'on est sans arrêt dans des rapports d'action-réaction. On vit beaucoup, là, dans ce qu'on vit actuellement, comme c'est une grosse transition, on est face à toute la merde des fonds de marécage qui remontent à la surface. Enfin, l'écologie, en fait, quand on dit l'écologie, c'est tout. C'est la fin des guerres, ou en tout cas, c'est une façon de les gérer différemment. Le rapport au nucléaire, enfin, tout ça, c'est l'écologie. C'est notre façon de penser notre rapport à la nature, donc à notre nature aussi. Les gens ne soupçonnent pas ce qu'est la guerre parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Il y en a très peu maintenant, de moins en moins. Et ils n'ont pas idée, même au plus haut niveau, ou alors c'est une démonstration qu'ils font vis-à-vis de la population. Mais quand on voit un soldat français vient de mourir au Tchad ou je ne sais où, on voit ou un ou plusieurs, mais 2 ou 3 par exemple, on fait une cérémonie dans la cour des Invalides, avec vraiment une cérémonie démonstrative, avec discours et tout, chanteurs même, j'ai vu, ce sont des soldats. On dit qu'on est en guerre au Tchad. Ben, ça se peut. Mais la guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est le risque atomique. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça en Europe. Mais les Américains et les Anglais, quand ils ont bombardé Dresde ou Hambourg, c'était dans une nuit 300 000 morts. C'est ça la guerre. Et ça... Puis maintenant, avec la bombe atomique... Eh oui. Et là, on ne faisait pas de discours dans la cour des Invalides. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas non plus rendre hommage aux non, soldats. Mais d'accord, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais au moindre truc, ça y est, c'est cérémonie sur cérémonie. Mais il faut dire que, bon, actuellement, on a une armée de volontaires. Alors donc, et de spécialistes. Les gens qui y vont, ils savent, bien sûr qu'ils défendent les intérêts français, c'est certain. Heureusement qu'on les a dans un certain sens, mais
on n'a pas idée de ce qu'est la guerre vraiment. La guerre, ça, c'est un risque planétaire même. S'il y a une prochaine guerre, ça sera planétaire. Quand on voit en Corée du Nord ce qui se passe, avec des fous comme il y a, et puis on a je ne sais combien d'ogives nucléaires aux États-Unis, pas en URSS, en Russie maintenant, mais même en France on en a. Heureusement pas un stock pareil, mais une suffit. Oui, non, c'est fou, c'est fou. Les gens n'ont pas, ils n'ont pas idée. Ils n'ont pas idée. Aucune idée. Quand on voit comment sont les soldats qu'on force à faire la guerre, qui deviennent moitié fous parce qu'on les force à faire ce qu'ils ne doivent pas faire, alors là, enfin, je souhaite à personne de recommencer. Demain, les prochaines années, ça va être aussi des questions d'enjeu de nos outils au service de quoi. Voilà, ça pour moi, ça c'est un grand enjeu, quoi. Moi j'ai toujours prôné le fait que l'argent n'était pas du tout important, dans la mesure où je pense pouvoir me permettre de dire cela. Ça vaut rien, l'argent ne vaut plus rien. Ça vaut que pour les gens qui n'en ont pas beaucoup, c'est tout, et qui ne peuvent pas se nourrir. Mais après, je me dis que je suis pas dans le cas de personnes qui ont vraiment tout perdu et qui sont et pour lesquelles l'argent, ça devient peut-être extrêmement important, tu vois. Et pour eux, ça devient vital et un accès juste à la société, quoi. Donc, oui, c'est important. Je veux dire, c'est l'échange avec les autres. Au-delà de l'échange verbal, amoureux et tout ce qu'on veut, des sentiments, tout cela, l'argent, manifestement, c'est un code universel. Donc oui, c'est important. Et non, quand on en a moins, c'est autant ajusté. D'ailleurs, c'est tellement important, c'est qu'il y a des gens qui crèvent dans la rue de manque d'argent, qui crèvent dans certains pays de manque de moyens, qui crèvent de maladies parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Oui, c'est important. Mais c'est pas important dans le sens, je peux m'acheter une maison, je peux m'acheter un Boeing, des diamants, des trucs et des machins. Ça, à l'extrême, ça c'est adaptable. Hein. On en a, on dépense. On n'en a pas, on vit avec. Mais par contre, c'est important de base, oui. Dans la société où on vit, dans le monde où on vit, oui, c'est important. Oui. C'est important pour ce que ça permet de faire. Enfin, c'est important. Ça rend les choses plus faciles pour faire un certain nombre de choses. Maintenant, la quête du toujours plus, non, elle est ridicule, elle est sans fin. Bon, l'argent qui rentre, c'est pas moi qui m'en occupe et ça m'intéresse pas. Hein? Moi, ça m'intéresse. Bah oui, c'est le nerf de la guerre. Hein. On fait presque tout avec, sauf acheter les sentiments. Mais il y a une donnée qui est essentielle, c'est que ce sont les intérêts économiques qui gouvernent le monde. On nous sort les religions, on nous sort les clubs de football, lui les PSG, l'autre OM, etc. On fait des simagrées comme ça de différence pour cloîtrer les gens dans leur club et leur faire oublier que, les enjeux sont fondamentalement économiques et fondamentalement planétaires. Voilà, moi je propose que nous remplacions l'argent par des suppositoires. Supposons, juste supposons 2 minutes que nous remplacions l'argent par des suppositoires. Nous pourrions subvenir à nos besoins plus facilement. C'est fini, on ne pourra pas faire sans argent. Je ne crois pas à une révolution qui nous amènerait à supprimer l'argent de la société. Du temps où j'étais écolier, je me prenais à rêver dans ma chambre solitaire. Devant ma chambre vient s'asseoir un enfant qui me ressemblait comme un frère. C'est une poésie de... Alors de qui, là que je ne me rappelle plus. J'aime bien la poésie, moi.
Ah non. Pour le coup, non, pas trop, non. En tant que noir musulman en France, non, je me sens pas représenté. Pas du tout, non. Mais bon. J'ai même abandonné l'idée qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui puisse représenter un peu ce à quoi j'aspire et qui puisse me rendre un peu la vie meilleure, quoi. Je me reconnais vraiment dans aucun candidat. C'est clairement là, c'est compliqué. Enfin, c'est pour ça que là, le choix de dimanche va être très très compliqué. Non, je me ressens pas vraiment moi personnellement représentée. Après, effectivement, j'ai plus d'accroche avec certains candidats qu'avec d'autres, avec certains programmes qu'avec d'autres. Mais globalement, il y a toujours à prendre et aussi à laisser, pas mal à laisser. Ah bon, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un homme politique aussi frais et aussi vrai. Mais il ne sera pas élu, évidemment. On élira les faiseurs, et puis il y a les lobbies derrière. Évidemment. Vous avez le MEDEF derrière Fillon, même s'il l'a boudé un petit peu, et le MEDEF a des moyens. Et puis le MEDEF, ça veut dire BFM, ça veut dire toute la puissance médiatique. Et on vous organise des petits débats comme ça, formels. Bon, moi, je réponds à cette question. Est-ce que je me sens représenté? Alors, je peux être représenté par qui? Par mon maire, qui est normalement l'édile préféré de tous les Français. Alors, pas de peau, à Paris, on a des maires d'arrondissement qui n'ont aucun pouvoir. Donc, je ne me sens absolument pas représenté par Frédérique Calandra, qui est une femme, maire du 20e. Je me sens un peu représenté par Madame la maire de tout Paris, Anne Hidalgo, parce qu'elle prend des décisions qui commencent à marquer le paysage en matière de développement durable. Même si je conteste certaines des décisions, je trouve qu'elle va dans le bon sens, qu'il y a une prise de conscience écologique. Je me sens pas représenté par les ministres qui étaient dans mon champ d'action, le ministre de l'enseignement, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la formation professionnelle, le ministre de la recherche. J'ai l'impression qu'ils sont à 1000 lieues de comprendre ce qui se passe sur le terrain et donc ils ne représentent pas ce que moi je pense être important en termes de formation et d'éducation. Je me suis senti représenté quelques reprises par le pouvoir politique, quand par exemple il y a eu le mariage pour tous au début du quinquennat de François Hollande, mais je ne me sens pas profondément représenté par le président de la République, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, puisqu'il n'y a pas de véritable politique dans ce pays, et donc le seul moment où je me suis senti représenté vraiment, c'est dans sa réaction contre le terrorisme et dans sa volonté d'engager la France dans des combats armés en Afrique et en Libye, en Irak. Mais représenté fondamentalement, je dirais non. Moi, je ne me sens pas représentée du tout. Je veux dire, à partir du moment où les hommes politiques ne font de la politique que par pouvoir, par intérêt personnel, non. D'ailleurs, pour terminer sur cette question, est-ce qu'on a besoin d'être représenté? Oui, c'est vrai, ça. C'est quand même fondamental. Moi, je demande à personne de me représenter. Hein. Je veux bien que le pays soit gouverné, mais c'est pas pour ça qu'il va vraiment me représenter. La plèbe. On s'est rencontrés par hasard sur le quai du métro République de la ligne 3 en direction de Gallieni, aux alentours de minuit, minuit et demi, me semble-t-il. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu. Ça a été un souvenir marquant. Parce que la première fois que je l'ai vu, et tu vois, quand je dis ça, il rigole toujours. Et bien, quand je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, il sera à moi. Non, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai pensé que ça sera l'homme de ma vie. Et bien, tu vois, ça s'est réalisé. Il a fallu attendre. Il a fallu attendre. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'y suis arrivée quand même. Je suis tenace. Et là, j'ai tout de suite... là, je me suis lancé. Là, j'étais à fond. Du coup, j'ai commencé à draguer Justine directement, avec une lourdeur assez appuyée qui m'a valu la remarque au bout de 5 minutes dans le métro de me demander si j'étais toujours aussi pédant. J'étais à la fenêtre de chez moi, en fait chez mes parents. Ben, ils n'étaient plus là, mais j'avais mes sœurs qui étaient là.
J'étais assise derrière la fenêtre comme ça et puis j'ai vu passer un jeune homme sur sa bicyclette qui avait été chercher du lait à la ferme d'à côté. Il avait les cheveux frisés, ondulés, il était beau. Ah, dis donc, ça a bien changé. Ah si, t'es toujours beau, va. Il était beau. Oh, j'ai mon cœur qui a sauté, hein, mais c'est vrai, c'est le coup de foudre. Moi, il n'a pas eu de tête pour moi, et moi, j'ai eu le coup de foudre. Je t'ai même pas vu, peut-être. Mais il m'a pas vu. Il t'a envoyé un message très mignon à ma sœur pour lui dire que c'était une fille formidable et que sa sœur et ta sœur est vraiment irrésistible. Et là, j'avoue que ça m'a fait un petit truc, alors que je faisais semblant à ma sœur de loin, je lui disais « Ah non, mais il m'intéresse pas du tout. T'es énervante de m'avoir laissé avec lui, oh là là, j'ai dû m'en occuper. » Le lendemain, eh ben, je l'ai guetté et il repassait toujours à la même heure. Je sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain, mais il passe. Hein, t'allais chercher du lait. Oui, j'allais chercher. Parce que comme c'était la guerre, il allait chercher du lait à la ferme. Parce qu'il y avait une ferme, pas d'où on habitait, là, au vieux Saint-Maur. Il allait donc chercher, et puis après, ben, je l'ai vu passer comme ça. Bon, puis après, je l'ai pas revu quand même tous les jours. Après, j'ai pas dû attendre. Je sais pas, je me disais, bon, bah, il y a un truc qui cloche. Il doit être homosexuel, ou enfin, je sais pas, pourquoi est-ce qu'il vient me draguer? Pourquoi est-ce qu'il est autant à fond sur moi? Il y a un truc qui va pas. C'était mon défaut. Et puis, le dimanche, je sortais avec ma sœur, puis une copine ou deux. Quand on sortait, on allait à Paris par le train. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de transport. Il y avait le train qui passait, le train de la Bastille. C'était le train qui allait jusqu'à... La gare de la Bastille. Oui, mais de la gare de la Bastille. Oh, c'est un train qui allait jusqu'à Verneuil-l'Étang. Ça leur dit rien. Ça leur dit rien, mais... Sur la ligne actuelle du RER, tu vois. Voilà, mais au lieu de s'arrêter à Boissy-Saint-Léger, il y avait des trains qui allaient jusqu'à Verneuil-l'Étang. Et c'était les arrêts, Vincennes, il y avait tout ça comme le RER. Il y avait moins d'arrêts, mais enfin... Et alors, c'était un train à étage. Il y avait autant d'arrêts. Il y avait autant d'arrêts. Là, oui. Je ne me rappelle plus. Ça, c'était tout. Et alors, alors on sort un dimanche avec ma soeur et tout. On monte dans le train. Et puis, j'étais juste là. Il est monté à côté, il est venu s'asseoir à côté de nous. Et puis, il nous a demandé, je ne sais plus où est-ce qu'on allait. Puis, il est venu se balader avec nous. Puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, mais je me souviens que ce jour-là, c'était un dimanche, bien sûr, puisqu'on était tous occupés la semaine. On est descendu à la Bastille et on a été à pied jusqu'aux Champs-Élysées. Ah oui, qu'est-ce qu'on marchait? Parce que finalement, il me plaisait vraiment. Hein. Donc, je me suis arrêtée à la fin et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu m'embrasses pas? Non, c'est nul, il n'y a aucune emphase. Déjà, il faut savoir qu'elle était extrêmement bourrée. Hein, on avait échangé les rôles cette fois. J'étais complètement bourrée. J'étais suffisamment sobre, donc elle m'a attaqué toute la soirée. Elle m'a attaqué. Il a fallu que je lui explique pourquoi certains homosexuels pouvaient avoir une attitude féminine, parce qu'elle ne comprenait pas. Bon, bref, ça a été tout un débat très instructif pour toi, j'espère. Et après, on a décidé de rentrer. Parce que la première fois, elle a dit je rentre, et elle m'avait tellement agacé que j'ai dit vas-y, casse-toi. Donc elle est partie, puis au bout d'un quart d'heure, elle avait fait je me suis perdu, je sais pas comment rentrer. Et je dis si tu veux, là, on rentre ensemble. Puis elle m'a dit oui, tu es revenu quand même. Et donc on marchait, j'étais très sympathique, toujours aussi pédant, racontant des tas de trucs et compagnie. Et elle s'est arrêtée, elle m'a dit tu sais que tu es vraiment nul. Ah oui, et là, moi, je me souviens pas vraiment, j'étais bourrée. Avec une certaine animosité dans la voix, en plus pas le t'es vraiment nul, c'était vraiment t'es vraiment nul. Et là j'ai vraiment été désarmé, je dis mais pourquoi? Et elle m'a dit parce que tu devrais m'embrasser. Et j'ai dit fantastique, si c'est aussi simple que ça, je me suis approché, elle s'est reculée, elle a dit non, je veux plus. Et la sœur nous a rejoints et nous sommes rentrés chacun de notre côté sans s'être embrassés. Tiens, ben souvent, ça c'est automatique, à chaque fois ça se passe comme ça. Bah tu peux couper. Est-ce que vous pensez que c'est un acte politique de s'abstenir? Moi je ne pense pas. Ça peut être un acte politique de voter blanc, mais
fait de se déplacer montre une volonté de participer qui est déjà... Voilà. Moi, je pense que s'il y a une vraie pensée, une vraie opinion derrière, ça peut être un acte politique. Mais ça dépend comment on le défend. Ouais. Oui, mais le problème, c'est ce qu'on en fait, c'est pas l'acte en lui-même. Donc oui, moi, je pense que ça peut en être. Mais comment tu différencies les gens qui... Enfin, oui, voilà, le problème, c'est ce qu'on en fait. Voilà. C'est pas le fait de s'abstenir ou pas, c'est que ce soit comptabilisé ou pas. C'est pas ça le problème. Ça peut l'être. Ça l'est, c'est une action. Si elle est revendiquée, c'est une action. Maintenant, je trouve ça dangereux pour moi, voilà, parce que pour moi, je veux pas qu'elle passe, donc je trouve ça dangereux, mais c'est un acte politique, bien sûr. Après, je sais pas si les gens ont conscience que c'est vachement important de voter. Je trouve qu'il n'y en a pas assez qui en ont conscience, qui sont plus pour l'absentéisme, parce que soi-disant c'est plus anarchiste, tous sont tous pourris, mais ils sont quand même tous plus ou moins pourris par rapport les uns aux autres. Il faut quand même choisir le moins pourri de tous quand même. Ouais. Non. Bah non. Non, enfin, ou alors à ce moment-là, si on s'abstient, après on peut pas se permettre de dire oh là là, mon Dieu, mais qui est-ce qui est arrivé à la tête de notre pays, c'est horrible, c'est horrible. Non, bah non, si on n'a pas contribué, c'est un peu idiot, c'est un peu facile. Donc, il faut, même si on ne sait pas pour qui voter, bah, voter blanc à la rigueur, mais voter, y aller quand même. Se faire représenter, montrer qu'on a participé à ce devoir. Je rêve de bureaux de vote qui restent désespérément vides avec les pauvres, comment ça s'appelle, les scrutateurs oui, c'est ça. Qui restent les pauvres, qui soient de n'importe quelle mairie ou n'importe quelle... Et attendre le client qui vient pas, tu vois. Je veux dire, c'est comme un boulanger qui fait du mauvais pain, un jour il n'y a plus personne qui vient. Et bien là, tout à coup, se dire, eh ben merde, ils sont pas venus. Ah ben on sait pas pourquoi ils sont pas venus, peut-être qu'ils sont en train de bouffer leur gâteau du dimanche, c'est possible. Non, c'est un acte idiot. Parce que ça sert à rien aujourd'hui, l'abstention n'est pas comptabilisée. Non, c'est un acte irresponsable. Non, je trouve que c'est... je suis dans le jugement, mais je trouve que c'est une erreur de s'abstenir. C'est le contraire d'un acte citoyen pour moi. Dans les conditions actuelles, j'entendais hier quelqu'un qui disait que... Je ne sais plus dans quel pays, mais... dans un pays nordique, je crois, à partir du moment où l'abstention atteint le pourcentage du candidat qui a le plus de voix, l'élection est annulée. C'est-à-dire que si demain aux élections, je ne sais pas comment c'est organisé, mais on peut peut-être penser qu'aujourd'hui, que demain, si au premier tour des élections présidentielles, Marine Le Pen arrive en tête avec 25% des voix et qu'il y a 25% d'abstention, donc le même chiffre, au moins le vote est remis en question. Il est annulé, on recommence. Parce qu'il y a autant d'abstention que le candidat qui a le plus de voix. Là, ça aurait un sens, bien sûr. Là, ça vient un acte de révolte, un vote de révolte, et là, bien sûr, ça a un sens. Mais aujourd'hui, ça sert à rien. On s'en fout. On ne compte pas les... on te dit, il y a tant d'abstentionnisme, mais ça ne change rien au résultat. Donc ça pourrait l'être, oui, si on en était à avoir une conscience collective qui décide de rejeter ce modèle électoral. Moi, je trouve ça plus fort politiquement de s'abstenir. Je trouve que c'est plus politique que de voter blanc. Le seul moyen de faire comprendre aux politiques que ce ne sont pas des gens que nous respectons parce qu'ils ne sont pas respectables, c'est de leur amener dans les urnes même, la preuve qu'on vote blanc. C'est où chez vous? C'est ici. Dans votre maison. Hein? Chez nous. Ben oui. Je pense qu'à un moment, j'ai pu me sentir chez moi en Tunisie. Les quelques fois où j'y suis allée, j'ai... Aussi parce que, voilà, à chaque fois, les gens me disaient « mais vous êtes ici » et ça m'a marqué. Émile Cioran disait qu'on n'habite pas un pays, on habite une langue. Donc, moi, je me sens français dans l'habitation de la langue. J'ouvre la feuille, la signature. C'était Sarkozy en haut, le président de la République, le ministre de l'Intérieur,
Bon, déjà, ça ne me plaisait pas du tout d'être admis par ces deux-là. Mais enfin, était écrit cette phrase sublime. J'ai l'honneur de vous informer que vous êtes devenu français le 22 août 2008. Alors, voilà, comme ça, un peu comme Coluche quand il parlait du yaourt périmé. Que se passe-t-il dans un yaourt périmé entre le 12 et le 13 avril, quand la date de péremption est le 12, c'est un peu ça, je me suis dit. Alors le 22 août, donc je me suis chimiquement transformé en français. Moi en tout cas, je me sens chez moi en France. Même si certains voudraient peut-être pas que je m'y sente pas comme chez moi, mais... Le chez moi, c'est le pratique, c'est là où je vis, donc c'est ici. Et à la maison, l'affectif et là où j'ai mes racines, c'est chez mes parents, dans leur appartement où j'ai grandi. C'est ici. Dans la pièce où nous sommes chez nous, essentiellement. Pour moi, parce que je suis peut-être assez matérialiste, mais il faut que le chez nous, puisque la question c'est de savoir où est chez nous, pour moi, elle n'est pas une question, comment je dirais, éthérée, elle se rapporte à des meubles, des pièces, des espaces, des souvenirs qu'ils contiennent. Donc chez nous, c'est cet appartement, c'est Paris. Je dirais pas c'est la France de manière grandiose, c'est Paris, et puis après ça, on voit plus loin. Mais l'essentiel de l'épicentre, c'est cet appartement. Il y a plusieurs endroits où je me sens chez moi, mais globalement, c'est là où il y a ma famille ou là où il y a Félix. Donc ça peut être ici, ou chez moi, ou chez mes parents. Ou même chez tes parents, je me sens un peu chez moi aussi. Mais c'est pas là spécifiquement, bien que je passe mon temps à le briquer et à l'arranger d'une manière très cocon. Mais finalement, je peux le virer ce cocon-là parce qu'il est, il est juste, il est là parce qu'on est posé, qu'il y a une famille, qu'il y a eu des enfants, qu'il y a toi. Mais en fait, si ça n'était pas, je pourrais aller n'importe où. De préférence dans Paris, mais n'importe où. Le Front National, c'est un parti comme les autres? Non. Non, bah non. C'est un parti haineux. Enfin, ils sont vraiment, ils ont beaucoup de colère et ils attisent cette colère. Et non, c'est pas un parti comme les autres. Après, tous les partis sont pas angéliques. Après, c'est sûr. Ils ont tous des gros défauts, des grosses casseroles. Mais le FN est pire que tout, enfin à mon sens vraiment, j'ai une haine du FN, donc voilà. Donc non, ça n'est pas un parti comme les autres, clairement pas. Oui, je trouve. Ils sont reconnus par la loi. Oui, ils rassemblent des cons, mais c'est un parti politique, oui, comme un autre malheureusement, je pense. Oui, ça coche toutes les cases de ce qu'est un parti maintenant. Maintenant, il est fondé sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais ça reste un parti. Il est devenu, oui. Oui, ouais. On ne peut pas dire non, quoi. Le Front National est un parti pour lequel presque un quart de la population française va voter. C'est un parti comme les autres, oui. Moi, je pense que le Front National, il est un parti comme les autres, c'est-à-dire qu'il est aussi vérolé que les autres, qu'il y a des luttes de pouvoir à l'intérieur entre Marine Le Pen et sa nièce, entre Florent Philippot et Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, qu'il y a des cliques, qu'il y a des courants, mais mon Dieu, si on regarde ce qui se passe chez les Républicains au Parti Socialiste, on ne peut que dire que c'est la même chose, finalement. En fait, il nous le fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il utilise tous les ressorts de la démocratie, il n'y a pas de problème. Il est toujours sur le fil rouge, mais ses idées et son programme n'est pas démocratique. C'est pas vrai, quoi. C'est un peu à l'extrême. Enfin, voilà, c'est juste une vision que j'ai comme ça, mais ce serait un peu du genre des terroristes, je peux parler de Daesh ou d'autres, qui en fait utilisent la beauté, c'est peut-être un grand mot, en tout cas l'harmonie, qui essaye d'instaurer une certaine démocratie et qui arrive pour exploiter en réalité les bassesses humaines et casser ce système, en fait. Voilà ce que c'est le Front National, c'est de la vermine, voilà.
c'est une espèce de lichen rampant et qui rampe en chacun de nous. Hein. Je pense que ça n'a rien à voir avec la couleur ou même la religion. Je serais curieux de voir d'ailleurs quel pourcentage, toujours plus bas qu'en métropole, enfin en France continentale, mais je serais curieux de voir l'évolution du Front National dans des territoires comme la Guyane ou la Réunion ou Mayotte, qui sont, on va dire, au niveau de l'immigration super sensible. Là, je suis curieux de voir demain. Je ne pense pas qu'ils feront autant qu'en France continentale, mais il y a de toute façon, il y a là-bas aussi un espèce de lichen rampant. Voilà. Je suis pour l'accueil d'immigrés, parce que je ne suis pas du tout pour des replis des pays les uns sur soi, enfin sur eux. Et simplement, si on accueille des immigrés, il faut savoir les traiter convenablement. Sinon, c'est pas la peine. On fait monter la rage, la colère, la déception. Et effectivement, certains immigrés peuvent tomber dans la violence, puis ils n'ont rien à bouffer, ils ne savent pas où dormir, mais c'est pas la majorité. Et donc, il faut qu'on ait des politiques d'immigration qui soient des politiques responsables. Personne ne l'a eu. La France s'est ridiculisée sous la présidence de Hollande quand on a vu que les Allemands accueillaient, je ne sais pas combien de dizaines de migrés, enfin multipliés par 10 par rapport à nous. On ne savait même pas comment loger 150 000 migrés en France, ou combien était le chiffre. Enfin, c'est minable. Donc le Front National, il a fait son lit sur les immigrés, sur le chômage, et donc l'insécurité, puisque immigrés, chômage égale souvent insécurité. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Plutôt que de s'attaquer au Front National, il faut s'attaquer aux causes qui ont permis au Front National de monter. Il y a une manœuvre politique de la part de Madame Le Pen et les gens avec qui elle bosse pour dédiaboliser, comme ils disent, ce parti-là, mais je pense que l'arrière-boutique est toujours la même, quoi. Et qu'il y a toujours des gros fachos, des anciens crânes rasés qui ont laissé pousser les cheveux, mais tatouages, ils sont toujours là. Le Front National n'est pas un parti, c'est une monarchie désignée par... Il y a Jean-Marie, après il y a Marine. Ils sont là pour prendre des dotations de l'État. Ça a toujours été ça, le Front National, et ça restera toujours comme ça. Quand Marion Maréchal Le Pen a dit « je démissionne », pour moi, c'est pour mettre une nouvelle tête pour avoir encore plus de primes. C'est vrai qu'il faut aller dans les régions désespérées de Picardie, du Nord, aller à Perpignan, où vous trouverez 30% de gens au chômage. Bon, ces gens-là, ils ont tout essayé. Un coup Mitterrand, un coup Chirac, un coup Sarkozy, un coup Hollande. Rien n'est arrivé. Donc ils se disent pourquoi pas elle. Ils se foutent de sortir de l'Europe, que le franc revienne à la place de l'euro. Ils n'analysent pas ça. Ils connaissent leur misère. Bon. Et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer, et les gouvernements ne l'ont pas fait. Donc moi je dis que le Front National, on ne doit pas l'interdire, c'est un parti. Et c'est un parti qui n'est pas brillant, qui ne représente pas mes idées. La dernière chose qui vous a mis en colère? Félix? Non, je regarde. Lui? Non. Oui, peut-être aussi. Je crois que c'est les élections. Cette campagne électorale, ça m'a rendue un peu furieuse quand même. Qu'on pique à la caisse avec une telle désinvolture, ça m'agace profondément. Vous savez de qui je parle? Les affaires concernant un certain monsieur avec des jolis costards. La dernière chose qui m'a mis en colère, c'est l'attitude du couple Fillon, voilà, qui me choque à mon âge. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'on a le droit, mais on n'est pas obligé de le faire. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, et je pense que je lui reconnais la compétence intellectuelle de le savoir, et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à ses enfants, quoi. Voilà. Et pourtant, je suis issu d'une famille, je dirais, on m'a toujours parlé de droite, même si moi, j'aurais des tendances plutôt de gauche. Enfin, moi, je suis comme Coluche, il faut mieux aller de l'avant. Mais là, ça, ce genre de choses, ça passe pas, quoi. Voilà. La dernière chose qui m'a mis en colère, je pense que c'est un peu comme tout le monde en ce moment, c'est le Front National au deuxième tour. Vraiment très déçu justement de la politique. Marine Le Pen. Et qui me met toujours en colère. Pour tout l'ensemble, hein, le sectarisme, la malhonnêteté. Non, voilà, moi je suis profondément européen, donc j'aime la mixité, j'aime l'échange, donc elle me met vraiment en colère. Mais maintenant ça devient physique. Et quand je la vois, je la supporte pas. Voilà. Moi, l'élection de Donald Trump. Moi, ça me met pas en colère, ça me stupéfie.
Je ne suis pas en colère. Si je peux être en colère sur les hommes politiques français, et encore, ça ne met pas complètement en colère. C'est vraiment, je suis ahurie de voir ce qui se passe. C'est pas de la colère pure. On sait à quoi il a servi, c'est-à-dire qu'il a mélangé pendant des années plein de jeunes garçons, hommes de plein de milieux différents. Donc ça, c'était un atout. Aujourd'hui, et c'est ça qu'il faudrait garder dans un service national, c'est-à-dire à un moment donné, les Français se mélangent, quoi. Hommes et femmes, c'est encore mieux. Et enfin, ça dépend dans quel sens, mais en tout cas dans le cadre d'un service militaire. Et après, service militaire, je ne sais pas si ça doit garder ce nom, service militaire, mais c'est un mélange entre le civisme mais oui, à un moment donné, faut... Et puis ça n'a rien à voir forcément avec la fierté, mais il faut qu'à un moment donné... Enfin, je crois que c'est important de se sentir français. On n'est pas assez fier de son pays et c'est pas parce qu'on a des origines étrangères qu'on ne peut pas être fier de son pays. Et c'est pas parce que aussi on est le premier critique de son pays en tant qu'État qui a à un moment donné failli ou État qui continue à faillir dans certains endroits, qu'on ne peut pas aussi dire merde, putain, on est en France, c'est certainement un des meilleurs pays du monde, tous critères confondus. Je suis désolé, hein, et ça c'est un constat, c'est même pas une fierté, il faut juste en avoir conscience. Il y a quand même peu de pays qui sont aussi confortables. Ok, et la démocratie reste un idéal, mais n'empêche que voilà. Après, la finalité, on la connaît. C'est pas juste c'est pas simplement une expérience de vie ou vouloir se recadrer ou se faire violence ou quoi que ce soit. On connaît la finalité du service militaire. Après, je pense que ça pourrait quand même être une bonne chose. La discipline, je pense que les gens en ont besoin, mais est-ce que c'est réellement, est-ce que ça doit être forcément par le militaire et pas par l'éducation nationale? Franchement, c'est quelque chose qu'on pose. Je pense que c'est plus intéressant un service civique obligatoire. Parce qu'au moins le service civique, ça permettrait de permettre aux jeunes de faire quelque chose qui leur apprenne par exemple un métier, qui leur permette d'améliorer leur ville et faire autre chose. Tandis que le service militaire, je pense que c'est un peu trop militaire et qu'on n'est pas tout à fait obligé de faire la guerre. Il y a quand même un enjeu mortel. Justement, pour avoir été en prison, je peux dire que certains, des jeunes surtout, certains qui ont 18, 20 ans, 19, 20 ans, 21, j'en vois certains, je pense qu'un service militaire, ça leur aurait pas fait de mal. Et plutôt que de les foutre en prison, justement. Parce que, des fois en prison, ils apprennent rien, quoi. Enfin, c'est pas ça qui va les calmer, quoi. Ça peut être même l'effet inverse. Donc, et puis j'ai parlé, notamment justement en prison, avec des gens qui l'avaient fait, le service militaire, des gens un peu plus âgés, et qui me disaient que ça t'apprenait certaines valeurs, ça te mettait un peu le sentiment de te sentir français. Et ouais, ça pouvait être recadré un peu, justement. Et puis même en dehors de prison, je parlais avec des gens aussi qui avaient à peu près le même discours là-dessus. Que ça pouvait faire du bien à certains. Donc, après je comprends pourquoi ils l'ont enlevé, on n'est plus dans un monde en guerre, mais je pense que quand même ce serait pas mal. Ouais, moi je serais pour qu'ils en mettent, carrément. Je pense que ça servirait plus à certains jeunes un peu à la dérive. Ils envoyaient peut-être, je sais pas, peut-être 1 an, ou je sais plus combien de temps ça durait avant un service militaire, plutôt que de les envoyer en prison où ils vont rien faire à part fumer des joints, jouer à la play. C'est ce que sont certains. Donc, et rien foutre, quoi, en gros, quoi. Et ressortir et refaire les mêmes conneries, quoi. Qu'est-ce qui vous déstabilise ? Je vois pas du tout ce qui peut me déstabiliser. Si, il y a certainement des choses qui nous déstabilisent. Oui, mais je ne vois pas. Moi non plus, c'est curieux.
Je déteste pas être déstabilisée, même petitement, mais tout peut déstabiliser, bien évidemment. Vous êtes déstabilisant hein, en ce moment, avec une caméra, c'est juste déstabilisant. Moi je dirais que l'échec me déstabilise dans un premier temps. Si avec de la chance il est compris et ingéré, tant mieux, il mène à autre chose et à une autre forme d'assomption. Mais je dirais que c'est ça moi qui me déstabilise en premier. Ce qui me déstabilise, les critiques. Oui, les critiques, j'ai du mal. Même si, voilà, c'est idiot, ce serait idiot de ne pas les entendre et de ne pas les accepter, mais oui, ça me déstabilise parce que oui, ça me remet en question. Les remises en question sont toujours déstabilisantes. La perte de quelqu'un, d'un être cher. Tu vois, un deuil, oui, ça peut nous déstabiliser, oui. Certainement. C'est sûr, oui. Oui, des fois le sentiment de rien pouvoir faire, c'est déstabilisant, c'est gênant, alors c'est pas que déstabilisant, c'est aussi des fois révoltant. Par contre, la vieillesse, c'est déstabilisant, parce que alors là, par contre, tous les jours, à partir d'un certain âge, et pourtant, moi, j'ai jamais dit la vieillesse c'est un naufrage, hein, comme toi. Non, comme le général de Gaulle. Ou comme le général de Gaulle, mais c'est une phrase que tu as beaucoup reprise, et moi, je n'aime pas trop cette phrase, mais c'est vrai que ça, c'est déstabilisant, parce que alors, vraiment, on ne maîtrise plus rien du tout. Être déstabilisé, finalement, c'est ne pas maîtriser pendant un temps plus ou moins long. Là, tu maîtrises plus rien, quoi. Là, c'est déstabilisant. On peut lutter contre la vieillesse, puisqu'on a cité le général de Gaulle, en citant l'autre phrase qui est « Je ne commencerai ma vieillesse que le jour où je cesserai de m'indigner ». Et donc on peut s'indigner, comme le fait Edgar Morin, jusqu'à 91 ans ou 92 ans. Et je pense que ça, c'est la dernière forme de jeunesse qui peut rester par rapport à cette vieillesse qui est insidieuse, qui arrive physiquement. Donc il faut accepter d'abandonner le physique, pas tout de suite, mais savoir que inéluctablement on va être de moins en moins performant et perclus de plus en plus de douleurs sur le côté physique, et garder ce mental, et notamment sur sa capacité d'indignation. Donc j'espère que j'irai jusqu'au bout comme cela. Pareil, elle est pas parfaite, mais moi je pense que enfin, il n'y a pas de démocratie sans police, c'est un mot grec, hein, donc oui, évidemment qu'on a besoin de la police, et donc si on a besoin de la police, il faut l'aimer, oui. La respecter, mais il faut qu'elle soit respectable. Et, donc c'est la tension, hein, on en est là, hein, mais c'est toujours la même chose. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est la police aujourd'hui? Là, on peut en parler aussi, mais la police, non, la police c'est important. Sans police, il n'y a pas de démocratie, et c'est la protection de chacun. Donc oui, c'est dans les pouvoirs régaliens, c'est tout en haut. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un cruel déficit de formation des policiers. Il y a énormément de jeunes. Écoutez, quand je les vois, moi, quand je suis arrivé en France, quand je voyais un policier, je traversais le trottoir. Parce que c'est vrai qu'avec certaines affaires, comme par exemple l'affaire Théo, là, la police a clairement abusé. Sinon, il y a plein d'autres événements où la population aussi, elle a abusé. Oui, si, on peut, j'imagine qu'on peut, effectivement. Oui. Après, je pense que ça dépend beaucoup du quartier dans lequel on habite et malheureusement de qui on est aussi. Parce que je pense qu'on n'a pas la même relation avec la police selon comment on est et qui on est. J'ai l'impression que je peux pas vraiment répondre à cette question, ce qui prouve que le rapport de la police est quand même étrange, parce que j'ai aucun lien, enfin j'ai aucune interaction avec la police, donc je sais même pas si je peux l'aimer ou pas, parce que en fait je me fais jamais interpeller. Enfin, je veux dire, les seuls gens qui m'interpellent, c'est quand pour vérifier mon passe Navigo, si j'ai bien passé mon passe Navigo, quoi. Mais sinon j'ai jamais eu de lien avec la police, alors que j'imagine qu'il y a plein de gens qui pourtant sont comme moi, jeunes, et rentrent chez eux et qui sont interpellés par la police. Donc je pense que c'est aussi dans ce rapport-là, il y a peut-être un problème d'échange, ou peut-être qu'il devrait être plus présent pour des
petites choses, et tout le monde devrait avoir affaire, entre guillemets, à la police, mais pas pour des interpellations, juste pour discuter, ou pour des choses comme ça. Et du coup, là, peut-être la police pourrait être appréciée, et on aurait une autre vision d'eux. Je crois qu'on doit se respecter. Respecter, c'est suffisant. Aimer, c'est autre chose. Après, ça pourrait peut-être faire peur à des pays qui sont plus en démocratie, parce qu'à partir du moment où le peuple est capable de manier les armes, il pourrait peut-être se retourner contre son propre pays, parce qu'il y a quand même un article dans notre Constitution qui dit, je ne me rappelle plus lequel, mais si l'État, enfin notre État, là je parle en France, se met voyou, il y a un devoir légitime de se révolter et de renverser, enfin de refaire une révolution. C'est le seul garantie, je dirais, démocratique, sauf qu'on la voit rarement rarement enseignée, quoi. Parce qu'il faut déjà le prouver que l'État est voyou. Mais enfin bon, ça va peut-être arriver à le faire. C'est pas encore suffisant avec Pénélope, la pauvre, d'ailleurs je la plains, on dirait une femme battue. Je sais pas si j'ai envie de savoir. Ouais. Moi j'ai peur d'avoir les deux extrêmes au second tour. Quand on suit les sondages, ça peut être un Fillon-Macron, un Macron-Le Pen, enfin aucune idée. Et je pense que dimanche soir, ça va être la grosse surprise. Enfin, personne ne peut vraiment faire de pronostic à mon avis. Je pense que Macron va passer en premier. Je pense que Le Pen sera en second. Et voilà. Après, il y a un petit risque pour que Fillon arrive en deuxième position, et là ça m'ennuierait quand même beaucoup. Moi honnêtement, je vois une belle surprise de Mélenchon. Enfin on aimerait bien. Il y en a des drôles, quoi. Donc la salle, bon, voilà, ça fait respirer. On ne sait pas ce qu'il dit, mais peu importe, c'est la poésie. Pour moi, je pense beaucoup plus à Macron. C'est un jeune. Il faut lui donner la chance, malgré qu'il n'a pas vraiment beaucoup de popularité, mais bon, je suis certain qu'il peut faire quelque chose. Pour moi déjà, il a fait ses preuves. Pour moi, ce mec-là, c'est un génie, et il peut faire des choses, il peut faire beaucoup de choses. Moi, je préférerais Hamon. Personnellement, je préférerais Hamon parce que c'est plus dans mes valeurs. On va dire que c'est lui qui a proposé quand même le plus de choses qui pourraient aider dans la précarité, pourraient aider dans l'emploi, parce que les gens, s'ils consomment plus, il y a plus d'emplois. Il a raison. Dans son discours qu'il a fait hier, il a tout à fait raison. Que comme les Français ont tendance à avoir peur, ils vont faire l'utile, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir Macron, que je sens pas. C'est quelqu'un qui est ni pour ni contre, bien au contraire. Donc, enfin, je pense qu'il a des idées, il a ses propres trucs, et quand il sera installé, il fera comme, je sais pas ce qu'il fera, il fera 49.3, il fera sa sauce. Il fera, quand on est président, on est roi, on fait pas de la démocratie, voilà, il faudrait de la démocratie au niveau plus haut, quoi. L'extrême droite va jamais être trônée, pour moi. Parce que les Français sont pas aussi dupes pour croire à ça. En tout cas, j'espère qu'elle va pas gagner une élection. Ouais, ça c'est sûr. Ça serait vraiment un désastre pour la France. Mon pronostic pour le premier tour, ce sera une belle surprise. Oui, une belle surprise. Je pense que peu importe que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon ou je ne sais pas, mais vraiment, peu importe qui sera là, ce sera une belle surprise. En ce moment, c'est la première fois, je trouve, en France, qu'on est incapable de prévoir en fait quelles seront les personnes qui se retrouveront au second tour. C'est la première fois, en tout cas depuis ma naissance. Et ça, c'est super original. Et moi, ce que j'admets pas beaucoup, c'est qu'on change d'avis. Quand on a un avis qui est sensé, qui est correct, qui est basé sur des choses importantes, et qu'on en change. Alors ça, j'aime pas. Mais je change pas d'avis, moi. Si, souvent. De quoi? Souvent. On change d'avis sur le plan politique, par exemple. On est influencé. Moi, j'aime. Alors moi, c'est difficile à m'influencer. Quand j'ai un avis, il est basé sur certaines convictions, et on ne me fera pas changer d'avis. Non, moi